Écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Je vais me présenter puis vous donner deux, trois mots sur l'agenda en fait de ce webinaire. Donc, je suis Gérald Falquero, donc je suis fondateur et dirigeant d'un cabinet conseil en management qui est basé à Lyon, qui s'appelle La Fabrique Humaine, cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des transformations managériales et l'innovation managériale. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, avec mon partenaire de cœur, Xavier Bronlet, qui est d'Acceleration Lab, qui prendra le temps de se présenter. On va vous faire un partage de retour d'expérience sur des métriques innovantes pour accompagner les transformations, et ça donnera lieu aussi à un retour d'expérience d'un cas client. Voilà, présentation à l'issue de laquelle on prendra vos remarques, vos questions, puis pourquoi pas du partage en fait sur vos propres contextes et enjeux. Et je précise que le webinaire est enregistré et qu'on vous proposera de partager ce webinaire pour que vous puissiez prolonger aussi ce partage avec vos équipes et les personnes qui ont un intérêt au sujet de la transformation et l'accompagnement du changement. Xavier, je te passe la parole. Merci Gérald. Donc, Xavier Bronlet, fondateur de Acceleration Lab. J'ai peut-être deux casquettes, celle de conseiller en développement des organisations d'une part, et puis d'autre part, chercheur dans le développement en fait des organisations et le développement humain en général. Et donc, les métriques dont je vais vous parler aujourd'hui sont effectivement aussi le fruit d'un travail de recherche donc, qui a permis effectivement de définir que ce qu'on mesurait, on le mesurait effectivement bien. Et donc, il y a derrière, en fait, ce qu'on va vous proposer, une solide intégration, en fait, de la littérature, de la recherche, de la psychométrie et de la sociométrie, qui sont toujours des outils intéressants pour confirmer en fait la bonté des mesures que l'on utilise et surtout lorsqu'on parle de métriques. Donc, peut-être je propose de démarrer la présentation. Les métriques de la transformation. Alors, pourquoi en fait parler de ces métriques? Eh bien, lorsqu'on parle en fait de transformation, il y a cette observation qui est relativement ancienne. 70% des transformations n'atteignent pas leur objectif. Et c'était déjà un constat que faisait Kotler il y a 30 ans et constat sur lequel en fait les différents surveys sur les projets de transformation continuent en fait à indiquer ce 70%, 70%. 88% des projets manquent leurs ambitions initiales. Et c'est une observation relativement récente de Bain & Compagnie. On a en fait un coût en dollars qui est extrêmement important, qui est le coût en fait perdu chaque année dans des dépenses de transformation qui n'aboutissent pas. Seulement 20% des entreprises et les organisations en transformation digitale atteignent en fait les 3/4 des gains escomptés. Et on verra en fait dans le cas d'étude qui sera présenté que souvent les gains escomptés sont en fait les flux financiers utiles en fait au financement de la transformation. Donc, ne pas arriver aux gains escomptés pose effectivement un problème en termes de financement de cette transformation. Peut-être un dernier élément important, repris dans son IFOP, 11% des personnes concernées développent une adhésion forte lors d'un changement. Donc, on a en fait une implication des personnes relativement marginale, et c'est peut-être également ce qui va contribuer en fait à ce 70% des transformations qui n'atteignent pas leur objectif. Donc, l'idée des métriques, c'est de pouvoir mesurer, pouvoir éclairer. Éclairer, c'est décider, et décider, quelque part, c'est réussir la transformation. Lorsqu'on parle de transformation, lorsqu'on parle de mesure, on a des éléments qui sont généralement toujours mesurés. Le budget, l'utilisation du budget, le planning, la livraison, en fait,
de ce qui était concordé à l'intérieur du plan, ce sont généralement les choses qu'on va mesurer avec des techniques traditionnelles de project management. Par contre, souvent, ce qui n'est pas mesuré, c'est l'adhésion en fait du staff à ce programme, à ce projet de transformation. Ce qui n'est pas mesuré sont les comportements, ce qui n'est pas mesuré, c'est la culture, ce qui n'est pas mesuré, c'est l'adoption. Et ce qui fait en sorte qu'une série d'indicateurs, d'éléments qui sont importants à la transformation, je dirais même fondamentaux, lorsqu'on regarde en fait au rôle de la culture, au rôle de l'engagement, au rôle de l'adoption quelque part à l'intérieur de la transformation. Donc l'idée en fait de ces métriques, c'est de dire comment pourrait-on mesurer en fait cette adhésion, ces comportements, la culture, l'adoption, de façon à intégrer en fait ces éléments de mesure à l'intérieur du plan de gestion du changement et de façon à avoir un pilotage qui soit le plus précis possible et qui s'adapte le mieux possible en fait à l'environnement. Ce qu'il faut dire, c'est que les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, sont des systèmes complexes. Lorsqu'on intervient à l'intérieur d'un système complexe, on va avoir en fait des effets de bord qu'on ne pouvait pas prévoir, qui sont en fait des réactions systémiques et sur lesquelles il va falloir intervenir. D'où l'idée en fait de pouvoir mesurer ces différents signaux qui sont éventuellement faibles, qui sont éventuellement forts, de façon à pouvoir en fait les intégrer et s'assurer quelque part que tous ces éléments clés, tous ces facteurs clés sont utiles au progrès en fait de la transformation. Donc voilà l'intérêt des métriques, voilà l'intérêt en fait de mesurer ce qui généralement en fait n'est pas mesuré, mais qui est un caractère discriminant dans le succès des programmes de transformation. Alors, je voudrais en fait commencer par une analogie. Imaginons Jean-Pierre. Jean-Pierre est un coureur amateur. Généralement, il court 10 km. Il court 10 km en 1 heure. Et ça, il est capable de le faire. Il décide en fait de vouloir courir le marathon. Et donc, si Jean-Pierre, du jour au lendemain, qui est capable de courir à 10 km à l'heure un marathon, utilise un plan d'entraînement on va dire avec trop de volume, avec trop d'intensité par rapport en fait à ses capacités, eh bien son plan, il va le tenir 1 semaine, surcharge, fatigue, et il ne sera pas en mesure en fait de le tenir. Donc ce qu'on va faire, ce que Jean-Pierre va faire, c'est en fait s'assurer que après avoir en fait mesuré, avoir pris conscience en fait de son état de forme, il va s'aménager ou va demander qu'on lui aménage en fait un plan d'entraînement qui part exactement de sa condition de forme actuelle. Il ne va pas pouvoir courir en fait de grandes charges, il va devoir progressivement en fait construire sa charge, construire en fait l'intensité. Une fois qu'il sera entré à l'intérieur de son plan, il faudra en fait mesurer les progrès, voir si effectivement le plan est efficace. Est-ce que le plan est trop léger? Le plan en fait est trop important, de façon en fait à contrôler la progression, connaître en fait son état de forme et pouvoir évoluer dans ce plan. C'est quelque chose qui semble en fait dans le contexte de Jean-Pierre pour la préparation d'un marathon tout à fait en fait normal. Par contre, si on regarde dans les organisations, c'est quelque chose en fait qui n'est généralement pas observé, alors qu'on est exactement dans la même logique. Si l'organisation en fait pense qu'elle est en mesure, elle est en capacité de se transformer, qu'elle est outillée, qu'elle a les comportements, qu'elle a les méthodes, qu'elle a la structure, qu'elle a les processus, qu'elle a les connaissances, eh bien, il est tout à fait possible, effectivement, que cette transformation ne fonctionne pas simplement parce qu'on est dans un processus en fait similaire au processus de Jean-Pierre qui s'entraîne pour le marathon. Donc, ce qui sera utile avant de démarrer en fait la transformation, c'est de mesurer l'état de forme de l'organisation, voir quels sont en fait les points forts, quels sont les points faibles, comment est-ce que l'organisation gère la connaissance, comment est-ce que l'organisation communique, comment est-ce que les différentes entités travaillent ensemble, etc., de façon à aménager un plan de transformation, un plan de gestion du changement qui part en fait non pas d'où l'organisation croit être,
mais d'où l'organisation en fait est vraiment. Et ici, on a généralement en fait un biais entre le management et le staff. Ce qu'on observe en fait régulièrement dans les transformations, c'est que le management pense que le staff en fait est beaucoup plus avancé, beaucoup plus prêt finalement à transformer. Alors que pour une raison, toute une série de raisons, pardon, qui sont tout à fait louables, le staff n'est pas forcément prêt à cette transformation. Donc, mesurer l'état de forme, et ici on parle de mesure, donc on va parler de première métrique, pour ensuite définir un plan de transformation avec un plan de gestion du changement, et puis ensuite mesurer l'efficacité en fait de ce plan de transformation, de ce plan de gestion du changement. Est-ce que les mesures que nous avons utilisées sont efficaces? Est-ce que notre communication est efficace? Est-ce que la formation est efficace? Est-ce que l'engagement, les échanges entre les équipes sont efficaces et nous portent où nous souhaitons effectivement aller? En mesurant ces choses, on va pouvoir réadapter en fait le plan, l'ajuster en fonction de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de façon en fait à se rapprocher de l'objectif, mesurer en fait l'état de forme qui va peut-être évoluer ou pas, mais toujours considérer les points forts, les points faibles de l'organisation. Ici, il y a un point important à noter. On va mesurer l'état de forme de l'organisation, et on en parlera au travers en fait de cet outil du diagnostic de l'agilité systémique. L'idée d'un programme de transformation n'est pas forcément d'implémenter, d'améliorer en fait l'agilité systémique, c'est de poursuivre en fait les objectifs de la transformation. Dans l'exemple qui sera partagé avec vous, c'est une organisation, une boîte qui décide en fait de passer toute son infrastructure sur le cloud. Donc, on n'est pas en fait dans l'idée de vouloir améliorer, transformer la culture de l'organisation, la façon dont on travaille, mais ce qu'on souhaite en fait, c'est obtenir un tout autre résultat. Or, on pourrait avoir comme effet de bord l'amélioration, bien entendu, de l'état, on va dire, de forme, de l'agilité systémique de l'organisation, mais ce n'est pas forcément en fait le premier objectif. Bien entendu, on pourrait imaginer un programme de transformation où l'on souhaite être plus agile, et à ce moment-là, la mesure que l'on va porter, c'est ce qu'on va essayer quelque part de faire évoluer. Donc voilà, on a un parallèle entre, on va dire, l'entraînement pour le marathon, la transformation, qui procède en fait exactement des mêmes principes. Lorsqu'on parle des métriques, donc on a parlé de l'état de forme, et l'état de forme, on l'exprime dans ce contexte en fait sous forme d'agilité systémique, alors que les progrès vers l'objectif, on va les mesurer avec une échelle ADKAR-IM. Peut-être sur cette seconde échelle, le modèle ADKAR qui était développé par Prochy va mesurer en fait la compréhension, le désir, les connaissances, l'habilité, le renforcement. Enfin, le facteur IM, qui est en fait le facteur du modèle d'influence de McKinsey, si vous connaissez, mesure en fait l'influence du management, des personnes influentes, des experts sur le projet. Donc, on va en fait mesurer les progrès au travers de cette échelle ADKAR-IM. ADKAR mesure en fait l'adoption d'un point de vue individuel, alors que le modèle d'influence va observer en fait davantage le phénomène d'un point de vue périphérique, d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue du management. Seconde échelle. Mais retournons en fait à la première, l'agilité systémique. Donc l'agilité systémique, c'est une mesure en fait culturelle qui va mesurer le régime de l'organisation pour voir en fait ses qualités, ses défauts, comme je le disais précédemment, avec en fait une idée, c'est de déterminer, d'exprimer quelque part le régime de l'organisation. Quand on parle de régime d'organisation, on pourrait dire aussi, mais dans une organisation, en fait, quels sont les mécanismes ou quelle est la modalité en fait de créer la vérité? L'organisation se trouve dans une réalité donnée. Sa réalité donnée, elle va pouvoir l'interpréter de différentes façons, et la culture, en fait, permet de définir différents principes de vérité, en considérant en fait que différentes vérités peuvent exister en fonction en fait des différents régimes, mais on y reviendra par la suite sur les mesures. Et donc, avec l'agilité systémique, on va mesurer une série d'éléments,
utile en fait à positionner l'organisation, à comprendre en fait son régime. Donc, lorsqu'on parle de métrique, 2 points importants. L'agilité systémique nous permet en fait de mesurer la culture. D'autre part, la quatrième va permettre donc de mesurer les progrès vers l'objectif. En rentrant dans le détail de l'agilité systémique, donc de cette métrique, comment va-t-on récolter d'abord les données? On a un questionnaire avec une petite trentaine de questions qui va interroger en fait tous les membres de l'organisation sur le sens commun, les pratiques de gestion. Donc on parle ici de gouvernance, de management, de leadership. On va parler de la structure de l'organisation, on va parler de la gestion de l'information, la gestion des connaissances, la gestion également de la communication. On va parler des méthodes et on va parler des comportements. Et on va interroger en fait les membres de l'organisation pour comprendre en fait où se trouve l'organisation de leur point de vue en 2 polarités. Une polarité dite moderne, une polarité postmoderne. Qu'est-ce que ça signifie? Le sens commun, qui est le socle de base de l'agilité systémique, qui constitue en fait l'identité de l'organisation, peut être exprimé en fait avec une vérité plus moderne. Et donc, le sens commun, l'identité de l'organisation, c'est de créer de la valeur pour les actionnaires, point. Alors qu'une identité plus postmoderne sera de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, en incluant les employés, les clients, les fournisseurs, l'environnement, tous les principes ESG, bien entendu, grâce à des pratiques durables. Et donc, on peut voir, en fait, ce sens commun, l'identification, en fait, de l'organisation à ces différentes pratiques moderne, postmoderne. Dans les pratiques de gestion, dans la gouvernance, une gouvernance moderne, le boss donne les ordres et les employés exécutent. On est dans une logique en fait pyramidale où il y a pas peu d'espace à la discussion, alors que dans une organisation à matrice postmoderne, dans le point de vue en fait des pratiques de gestion, de la gouvernance, on a une gouvernance ouverte, la direction en fait crée l'espace nécessaire de façon à ce que le personnel puisse s'approprier en fait son travail, faire des expériences et résoudre des problèmes complexes. Et donc là, nouveau, on a 2 formules en fait, un continuum entre deux vérités, hein, une vérité dite moderne, une vérité postmoderne, et bien entendu, les organisations peuvent se trouver quelque part entre ces deux extrémités. Les pratiques organisationnelles, on va regarder la structure, et la structure moderne, structure en fait qui est bureaucratique. On a des process, on a des procédures qu'on doit absolument appliquer. On n'en connaît pas forcément en fait la raison, mais c'est des choses qu'on fait, qu'on a toujours fait et qu'on doit faire, même si elles ne donnent pas de valeur en fait aux différentes parties prenantes. Alors que l'organisation postmoderne, ça va être une organisation qui va être beaucoup plus organique. Elle va pouvoir s'adapter, elle va pouvoir en fait évoluer au fil en fait des phénomènes que l'organisation va en fait traverser. Gestion de l'information, qui est le domaine en fait suivant, gestion des connaissances, gestion en fait de la communication. On est dans un spectre en fait très important. On va en fait dans le monde moderne utiliser l'information, la connaissance comme source de pouvoir. Je dispose de l'information, je vais pouvoir en fait la distribuer au compte-gouttes simplement à qui a besoin. Je garde l'information, je garde le pouvoir. La gestion de la communication répond toujours aux besoins en fait de la personne qui communique et pas de la personne qui va recevoir en fait le message, et on est dans un environnement quelque part qui est fragmenté. Alors que dans une posture postmoderne, la communication sera absolument en fait transparente. L'information en fait fait partie du bien commun. Et toutes les informations sont partagées en transparence. La connaissance en fait est partagée de façon horizontale, et la connaissance en fait est un enabler pour la résolution en fait des problèmes complexes. Les méthodes, dans un contexte moderne, on aura des méthodes qui vont permettre d'optimiser les coûts principalement, alors que dans la prospective postmoderne, on aura en fait des méthodes qui vont permettre un apprentissage continu, qui vont permettre en fait une évolution, une adaptation en fait de l'organisation en continu, avec des approches de type Kaizen par exemple.
Enfin, dernier élément du modèle de l'agilité systémique, les comportements. Les comportements modernes sont des comportements en fait qui sont centrés sur l'individu. Je bosse pour atteindre en fait mes objectifs, même si mes collègues en fait n'obtiennent pas leurs objectifs, même si les clients ne sont pas contents. L'important c'est que j'atteigne mes objectifs ou que je supporte mon boss. On est dans une logique pyramidale. Je supporte mon boss à ce qu'il atteigne en fait ses objectifs. Alors que les comportements en fait postmodernes vont être davantage en fait centrés sur le système, tout en faisant en sorte que la personne en fait ne s'oublie pas. Et on est dans une logique en fait et dans des comportements qui vont favoriser l'intelligence collective et le groupe. Donc on voit avec ce modèle, on a deux polarités, la polarité moderne, la polarité postmoderne, et la distribution en fait de l'organisation va se situer quelque part entre ces deux pôles. Les employés, tous les membres de l'organisation vont répondre en fait au questionnaire, ce qui va permettre en fait d'analyser les distributions, les positions, les différentes perspectives, de façon à comprendre en fait le régime de l'organisation. Et de nouveau, donc, quand je parle de régime, c'est la modalité avec laquelle l'organisation crée sa vérité par rapport en fait au contexte dans lequel elle se trouve. Il y a un élément supplémentaire qu'on peut peut-être nommer ici et qui a été illustré en fait au travers de la recherche. Ce que nous voyons en fait, c'est la moyenne d'agilité systémique qui est représentée par le trait vertical en pointillé, qui représente la moyenne en fait les valeurs. On voit un trait pointillé rouge qui exprime la vicabilité de l'environnement. Vicabilité de l'environnement, ça exprime combien en fait l'environnement est volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc ce qu'on remarque en fait dans les organisations qui ont une agilité systémique inférieure à leur niveau en fait de vicabilité, elles sont incapables de transformer en fait les tensions en opportunités. Généralement, elles transforment les tensions en stress supplémentaire. Alors que lorsque la vicabilité est inférieure en fait à l'agilité systémique, c'est un facteur qui va permettre aux organisations de transformer en fait les tensions en opportunités. Parce qu'elles disposent en fait des méthodes alignées en fait à leur environnement, où elles disposent en fait d'une vérité qui permet d'accommoder la réalité en fait à laquelle elles font face. Alors la représentation, vous voyez ici, c'est une distribution en fait assez commune dans les organisations en 2026. La grande partie en fait des organisations répondent plus ou moins en fait à ce modèle et peut-être quelques particularités. Ce qu'on observe en fait, c'est que ce qui est le plus postmoderne, ce sont les comportements. Ce qui est le moins postmoderne, c'est le sens commun, éventuellement l'organisation, éventuellement aussi la gestion de l'information, éventuellement aussi la gouvernance. Donc, qu'est-ce que ça va en fait créer dans l'organisation, ce genre en fait de désalignement? Imaginez en fait, on a un niveau de fitness de la part des employés dans leur comportement relativement agile. Par contre, en fait, la structure qui les supporte l'est beaucoup moins. On pourrait imaginer en fait un coureur cycliste, je reste dans les métaphores sportives, excusez-moi si vous n'aimez pas le sport, un coureur cycliste en bonne forme, on lui donne un vélo rouillé et on lui demande de gagner l'Alpe d'Huez. Ah, voilà. Donc ça va créer de la frustration. Et ce qu'on observe dans ces organisations, c'est que généralement, en fait, les employés parlent mal de leur organisation. Parce qu'effectivement, ils ont l'impression de donner énormément, mais de ne pas être supportés, en fait, par la structure. Ce qui n'est pas l'objet des métriques de la transformation. Et voilà un point intéressant à signaler sur l'utilisation de l'agilité systémique. L'agilité systémique, des insights clés, on est en fait sur un modèle de système. Les organisations sont des systèmes complexes. Les systèmes complexes ont toute une série en fait de qualités. Et ce qu'il faut noter en fait, c'est que les comportements agiles effectifs vont naître en fait de l'architecture des couches sous-jacentes de l'agilité systémique. Donc, le sens commun, c'est la première brique. La gouvernance avec le management la seconde, l'organisation la troisième, l'information la quatrième. Déjà, les méthodes sont émergentes, en fait. Et déjà, les méthodes vont dépendre de cette structure. Et donc, on a deux leviers, en fait, structurants, illustrés par la recherche, l'organisation et l'information.
Je vous disais, parler de différents régimes. Donc, le régime, c'est la vérité avec laquelle l'organisation s'adapte à sa réalité. On peut avoir en fait des réalités fragmentées, plus ou moins qu'on a vu dans la planche précédente, où les différents domaines en fait ne sont pas alignés. Okay, et donc, ça va créer de la frustration chez les employés, par exemple. On peut avoir en fait une organisation qui est coordonnée. L'ensemble en fait des domaines vont être alignés. Alors, on peut être dans une organisation qui est coordonnée, mais dont le niveau d'agilité systémique est inférieur en fait à la vicabilité. Donc, on peut être en fait dans une organisation coordonnée, mais en sous-régime quelque part par rapport à ce qui lui permettrait de performer. Alors que l'organisation intégrée est alignée et à un niveau en fait d'agilité systémique supérieur au niveau en fait de vicabilité. Voilà. Donc avec ce modèle, on a la possibilité d'identifier en fait les points forts, les points faibles de l'organisation. Alors non pas forcément pour les résoudre directement, mais pour organiser en fait le plan de changement, pour organiser la transformation en sachant qu'on a une série en fait de problèmes. Imaginons, en retournant à la métaphore de Jean-Pierre, si Jean-Pierre a un problème de ménisque, par exemple, voilà, il devra faire attention à sa charge de travail. On ne va pas forcément résoudre le problème de ménisque, mais on va considérer en fait ce problème dans son plan d'entraînement. Point qui est ici important. Et bien entendu, si effet de bord, on peut améliorer l'agilité systémique, tant mieux. Le modèle ADKAR augmenté en fait du modèle d'influence de McKinsey va permettre tout au long du projet. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que tous les 2 mois, on va poser en fait les mêmes questions aux employés. On va leur poser des questions par rapport à leur compréhension du projet, par rapport à leurs désirs, par rapport à leurs connaissances, par rapport à leur habilité, le renforcement. Et si on regarde en fait les différentes distributions gaussiennes, ce qu'on souhaite en fait avoir, c'est d'élever d'abord en fait la compréhension, ensuite d'élever le désir, ensuite d'élever la connaissance, ensuite d'élever l'habilité et enfin le renforcement, tout en poussant en fait vers la droite ces différentes courbes de gauche. Donc, au démarrage, on n'aura peut-être pas de compréhension, ou peu de compréhension, qu'on va construire à travers un plan de formation, à travers un plan de communication, etc. Ensuite, on va construire le désir, construire la connaissance, etc. Donc, il y a un point important ici. Peut-être petite mesure par rapport, petite information, on parle de métrique. Donc, comment mesure-t-on en fait le phénomène ADKAR-IM? Eh bien, on va en fait utiliser ici 6 questions ouvertes. 6 questions ouvertes qui vont poser des questions par rapport spécifiques, par rapport au projet. On verra l'exemple dans le case study plus tard. Les employés vont donner en fait 6 réponses à ces 6 questions. Et ces réponses vont être analysées en fait avec un processus NLP, Natural Language Process, et l'intelligence artificielle, qui va permettre en fait de scorer sur une échelle de 0 à 100 l'adhérence en fait aux facteurs, en fonction en fait des desiderata de l'organisation. Si le projet est mené en fait pour atteindre un certain objectif et que l'ensemble des employés comprend en fait ce projet comme étant d'une autre nature, ça sera bien entendu visible dans le verbatim exprimé par les employés. On est ici quelque chose de vraiment super riche parce que au-delà du scoring qu'on va pouvoir en fait effectuer, on va avoir une analyse de sentiments, on va pouvoir également observer les différentes unités. Tous les départements, tous les services ne sont pas en fait logés à la même enseigne. On aura des résultats différents et on pourra en fait adapter le plan de changement par rapport en fait aux résultats qui sont observés. C'est donc ADKAR-IM. ADKAR, j'appelle, c'est donc l'adoption en fait individuelle. IM, on est dans la corniche en fait d'encadrement. Comment est-ce que le cadre, comment les managers, les leaders en fait supportent ou pas le projet de transformation. Un case study pour illustrer tout ça. Voilà, j'ai eu la chance en fait d'accompagner en tant que responsable de la gestion du changement
une organisation fintech, donc une organisation qui offre des services financiers principalement en fait aux banques, aux opérateurs, basés sur la technologie. Et donc, le projet de transformation, c'est migrer l'ensemble de l'infrastructure d'un data center qui est géré en fait par l'organisation elle-même vers le cloud. Et donc, il y a plusieurs challenges. Les opérateurs techniques qui étaient habitués par le passé à passer des câbles, à installer des serveurs dans des racks, à avoir une série d'activités relativement techniques, bien, tout ça en fait disparaît, puisque dans le cloud, lorsqu'on crée un serveur, en fait, on le programme. On va écrire du code et ce code va permettre en fait de créer le serveur. Le réseau et tout ce qui est en fait et tout ce qui a trait à l'infrastructure, de la gestion des certificats, à la création des bases de données, aux connexions entre les différents systèmes, etc. Tout ça se fait en fait de façon codifiée. Et donc le challenge, ça va être aussi de faire un retraining des personnes de façon à permettre à tous les employés finalement de monter à bord. Et peut-être un dernier élément important à signaler, pourquoi est-ce que FinTechnologies, qui est un nom d'emprunt, je ne voulais pas faire de disclose en fait par rapport à ce client, on va avoir des choses qui sont quelque part relativement intimes. Son objectif, bien entendu, est économique. Donc, l'idée est de réduire en fait les coûts de la gestion de l'infrastructure au travers en fait d'une opération sur le cloud, de réduire aussi le temps d'implémentation des nouveaux clients pour pouvoir en fait en réduire le coût. Et donc, on est sur une approche en fait financière et l'ensemble de la transformation qui est un projet avec pas mal de zéros est financé en fait par les économies qui seront créées après migration sur un arc de 5 ans. Donc voilà, on est sur un gros projet impactant, puisque bien entendu, FinTechnologies a une série de clients qu'elle doit continuer en fait à servir, alors qu'elle transforme en fait l'ensemble de sa structure. Et donc, les outils utilisés, agilité systémique qui a été mesurée en fait avant le démarrage de la transformation, et ensuite ATCAR-IM avec une fréquence en fait tous les 2 mois pour mesurer en fait l'efficacité de notre plan de changement et pour pouvoir en fait l'adapter, le cas éventuel, voir quelles étaient les poches de résistance, quelles étaient les poches qui manquaient en fait d'informations et qui nécessitaient en fait de support. Alors, il y a un point important aussi à noter ici. Lorsque on parle de résistance au changement, donc vous pouvez imaginer une série en fait de personnes qui ont un rôle d'opérateur. Je parlais de placer des câbles, d'avoir des serveurs physiques, etc. Il y a toute une série en fait d'activités relativement techniques qui disparaissent. Et bien entendu, ce qu'on observe, c'est de dire, ben voilà, ces personnes sont résistantes au changement puisqu'elles vont devoir faire un travail dans lequel elles n'arrivent pas à se projeter et dans lequel elles n'ont pas encore en fait les compétences, qui va être en fait le trigger de la résistance au changement. Moi, ce que j'ai noté en fait dans ce cas précis, c'est que plus que de la résistance en fait au changement, on est dans l'expression en fait de la résilience. Je disais tout à l'heure, les organisations sont des systèmes complexes et tous les systèmes complexes ont en fait une qualité qui est en fait la résilience. Si on regarde simplement, ben, chacun d'entre nous, on a aussi un système complexe, on a un système en fait résilient. La résilience en fait ne s'entraîne pas, c'est une qualité du système intrinsèque. Imaginez, vous chopez un virus, vous allez avoir de la température qui va monter à 38-39, qui est une réaction en fait automatique. Vous n'avez pas choisi en fait de tourner le thermostat pour augmenter en fait votre température. C'est la résilience en fait du système complexe que l'on est qui va se mettre en tension de façon à résoudre en fait le problème qui était observé. Et dans les organisations, en fait, on va noter exactement la même chose. Donc, lorsqu'on apporte en fait un changement, la résilience qui va être observée comme point extrêmement positif en cas en fait de crise et qui va permettre en fait à l'organisation de maintenir en fait son homéostase, eh bien, en cas de changement,
en fait, il va falloir vaincre cette résilience. La résilience, c'est quelque part un peu comme la gravité, ça nous permet de marcher. Par contre, si on souhaite voler, on doit la vaincre. La résilience, c'est la même chose. Pour changer, en fait, il va falloir la vaincre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de revoir, en fait, et d'adresser cette résistance au changement comme un effet de résilience. Les employés, en fait, sont super engagés pour supporter, en fait, les clients. Ils perçoivent un risque avec cette transformation et ce qu'ils souhaitent, au-delà, en fait, de leur propre identité, de leur propre travail, c'est de s'assurer, en fait, que les clients restent satisfaits, en fait, des services qu'ils reçoivent. Donc, ça, point intéressant, levé par les outils de mesure et par les métriques obtenues. Donc, première mesure, agilité systémique. Où se trouve en fait cette organisation? Alors, de façon générale, en fait, ce qui est observé, c'est que l'organisation, bien qu'elle soit en fait une fintech, organisation technologique, eh bien, elle est en fait de matrice relativement moderne. Et on observe en fait toute une série de points de pierres d'achoppement, de choses en fait peut-être un peu difficiles. La première, c'est une organisation en fait extrêmement orientée en fait à la partie économique, désirant en fait satisfaire simplement les désirs en fait de l'actionnaire, peu de regard par rapport à ses clients, peu de regard par rapport à ses employés. Le management tiraillé en fait entre les objectifs économiques et leur obligation en fait à livrer des services de qualité aux clients, où ils se rendent compte, si je supporte en fait la transformation, je serai en difficulté sur la livraison en fait des services. D'un point de vue structurel, énormément de fragmentation entre les différents services. Donc c'est une organisation qui a déjà un certain âge, qui s'est sédimentée, qui a pris ses habitudes, et voilà, qui a partagé en fait, a taylorisé toute sa chaîne de valeur avec peu de collaboration entre les différentes unités. Gestion de l'information, gestion des connaissances, là on est sur un point qui est relativement sensible. Énormément en fait de connaissances tacites. La connaissance tacite, c'est cette connaissance en fait qui n'est pas documentée, qui est d'ailleurs très difficile à documenter parce que c'est une connaissance relativement pratique qui intègre toute une série de domaines en fait qui ne sont pas forcément, on va dire, intégrables et facilement en fait documentables. C'est la compréhension en fait d'éléments complexes du système. Leur documentation en fait coûterait énormément de temps et cette documentation ne serait sans doute pas utile parce que la documentation en fait de la complexité, imaginez en fait documenter la complexité. Si on prend un cerveau, on prend un cerveau et on le coupe en deux, on va faire une coupe à l'intérieur du cerveau, pour comprendre en fait sa structure. Et donc, si on fait une coupe du cerveau, on va comprendre la structure et donc on, toute une série d'informations qui peuvent être tacites, qui pourront être documentées. Par contre, à quoi ça me sert si je dois intervenir dans une coupe qui est légèrement différente? Ah ben oui, j'aurai en fait une conformation différente. Et donc, là, on voit cette difficulté en fait à documenter et à pré-partager en fait l'information tacite. D'autre part, en termes d'information, autre point critique dans l'organisation, on a une concentration en fait de l'information sur quelques sachants. Et donc, ces sachants sont les personnes qui ont énormément de pouvoir dans l'organisation, puisqu'en fait, elles savent, elles ont en fait la connaissance tacite, et ça leur permet finalement d'être sur le chemin critique de pratiquement toutes les décisions. En termes de méthode, peu en fait de méthodes, peu de méthodes en fait de gestion de la qualité, peu de méthodes en fait d'apprentissage et peu de choses en fait structurées. Dernier point, les comportements émergents. Ce qui apparaît en fait, c'est que le staff, on pourrait en fait l'associer à deux figures symboliques. La figure du pompier, donc capable de résoudre en fait rapidement des problèmes, et puis la figure du porteur d'eau, donc qui n'a pas le profil en fait du pompier, mais qui se met à disposition du pompier pour
résoudre les problèmes. Donc, on voit cette figure de pompier, bien entendu, on n'est pas dans l'image de la culture, du développement, et donc on est toujours dans l'urgence, on est dans une organisation qui travaille toujours sur la dernière escalation, c'est celle en fait qu'on va regarder. Et donc on a ici toute une série d'éléments à prendre en considération dans le plan de gestion du changement. Alors il y a quand même des points forts. On a un staff en fait qui est super engagé. On a une identification en fait très forte à l'organisation de la part du staff. C'est une belle marque. Voilà, les gens sont contents de travailler dans un domaine technologique. Et puis on a une capacité en fait d'initiative assez importante qui reste en fait limitée dans le domaine on va dire de compétences, hein, puisqu'on est dans un environnement en fait fragmenté. Mais voilà, c'est quelque part en fait assez effervescent. Donc tous ces éléments sont importants à considérer une fois mesurés dans le plan de conduite du changement, sur la gestion de la connaissance, on verra sur l'encadrement en fait du management, sur déconstruire en fait l'approche pompier et porteur d'eau, redistribuer en fait les rôles, et tout en sachant aussi, puisque en fait l'agilité systémique est inférieure à l'applicabilité, ben, c'est une organisation qui transforme en fait les tensions en stress additionnel. Donc c'est de voir en fait à gérer les tensions dans le projet de transformation vers le cloud, plus que de créer en fait du stress additionnel. Voilà ce qui était mesuré. Ensuite, notre questionnaire ADKAR-IM, qui était utilisé tous les 2 mois, est composé en fait de 6 questions. 6 questions ouvertes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, dans les questions ouvertes, pour mesurer en fait la compréhension, on demande à chaque employé, dans vos propres mots, pourquoi Fin Technologies engage-t-elle cette transformation cloud, et quel changement en fait concret cela implique-t-il pour votre équipe et votre rôle. Donc ici, on va avoir en fait, en fonction du verbatim qui serait exprimé par le répondant, une compréhension plus ou moins juste de cette personne. Même chose sur le désir et la motivation. Qu'est-ce qui vous donne envie en fait, et ou au contraire vous freine d'adopter les nouvelles façons de travailler liées au cloud chez Fin Technologies. Dans l'influence sociale, on posait la question, dans quelle mesure les managers, les leaders et les collègues autour de vous montrent-ils l'exemple pour le projet cloud. Même chose pour ce qui est de la connaissance, même chose ce qui en est de l'habilité et du renforcement. Donc, petit rappel, ces 6 questions ouvertes, et donc où il est demandé, en fait, pour que le processeur fonctionne, il est demandé au moins 150 en fait, caractères, mais 200 c'est mieux, et bien entendu, plus on a de texte, plus on va pouvoir en fait articuler l'analyse. Toutes ces réponses sont analysées avec un processeur NLP et l'intelligence artificielle, qui permettent de définir un score qui va de 1 à 100, qui va permettre d'analyser en fait les tendances, d'analyser les poches de difficultés et de pouvoir en fait intégrer ces éléments observés à l'intérieur en fait du plan de changement. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voit, c'est, imaginons en fait grosse campagne de com, on va pouvoir en fait directement mesurer l'impact de la campagne de communication. Est-ce qu'on est efficace? Est-ce qu'on a touché effectivement notre public? Ou bien, non, absolument pas. C'est un coup dans l'eau où le public en fait a compris un message en fait, un message erroné. Donc cette analyse est peut-être de prime abord quantitative, mais elle est également en fait qualitative à travers en fait l'analyse du verbatim. Et aujourd'hui, gros avantage en fait avec l'intelligence artificielle, mais ça nous permet en fait d'avoir une approche qualitative qu'on va pouvoir en fait faire à l'échelle. Donc imaginons ici une organisation de 1400 personnes, eh bien on a la possibilité de faire cette analyse sur des grands nombres de données,
et d'avoir des informations qui sont absolument relevantes par rapport en fait au projet. Point intéressant également à souligner ici, la gestion du modèle ADKAR dans d'autres organisations utilise des échelles Likert, par exemple, et donc une fréquence en fait d'observation. On n'aura pas en fait la précision. Maintenant, on s'appuie sur l'intelligence artificielle qui peut avoir des hallucinations, il est en fait super important d'avoir un processus dans lequel on va avoir des guardrails et un processus qui est en fait déterministe. Et le modèle en fait NLP qui est utilisé naît d'une autre recherche en psychologie de l'évolution, a été en fait validé et sujet en fait à une publication scientifique pour démontrer en fait la modalité, comment utiliser en fait l'intelligence artificielle pour avoir un processus déterministe. Donc on peut mesurer 10 fois la même réponse, on aura 10 fois en fait le même score. Il n'y a pas de place dans ces cas-ci, pas de place pour l'interprétation. Donc voilà le questionnaire qui est utilisé. Et donc, première mesure obtenue en fait au travers de ce questionnaire au démarrage du projet. Juste après en fait le kick-off meeting, information en fait à toutes les personnes. Donc, ce qui est observé sur 100% en fait de la population qui a été invitée à répondre, on a un niveau en fait de compréhension relativement élevé au démarrage, de 73%. Pas étonnant dans la mesure où le projet était un projet latent, hein, tout le monde en parlait depuis longtemps, et il y a eu pas mal en fait de discussions autour de ce projet. L'intérêt était relativement clair pour les employés. Niveau de désir relativement bas, hein, comme on le voit ici, avec l'importance, c'est donc de pouvoir en fait adapter le plan de façon en fait spécifique pour créer justement ce désir. La connaissance, on est au démarrage, donc une connaissance qui est relativement basse, et donc impact sur le plan, c'est de s'assurer que les personnes qui auront bien la connaissance en fait feront partie du plan de formation, avec les formations qui vont bien, avec l'organisation également qui fit avec les besoins de l'organisation. Dans cette première mesure, l'habilité et le renforcement n'ont pas été mesurés. Trop tôt, demander aux personnes qui n'ont pas encore utilisé si elles savent utiliser, comme elles l'utilisent, voilà, c'était peut-être faire un autogol, donc ces questions n'ont pas été posées. Par contre, point important, le modèle d'influence, super bas, 26%. Et donc, après cette première mesure, en voyant en fait la posture du management par rapport au projet, c'était de faire en fait un off-site. L'ensemble des managers réunis pour discuter en fait de l'approche, discuter avec eux de leur engagement, donc par rapport à l'évolution en fait de ces indicateurs, et avec la demande en fait d'un commitment ferme pour s'assurer que chaque manager en fait prenait ses responsabilités pour faire évoluer les indicateurs et en était redevable à la prochaine mesure. Voilà, qui était un point important sur ces premières mesures, avec une série d'autres éléments intéressants qui ont été intégrés dans le plan du changement. Les mesures continuent. On en est maintenant à la seconde mesure, deuxième révision de la stratégie. On voit une progression de la compréhension, on voit l'awareness qui est passée à 85%. Par contre, le désir, là, on a fait marche arrière. On a une distribution un peu différente, mais il y a moins de désir en fait qu'auparavant. Alors, c'est intéressant, c'est de dire comment ça se fait. Alors qu'on avance dans le projet, on a communiqué, le désir en fait n'a pas augmenté, mais a diminué. Alors, on a un effet en fait physiologique. Ici, c'est pas de défendre en fait le plan de communication. Certainement, on aurait pu le faire pour éviter en fait ceci. Mais voilà, l'organisation est complexe. On peut avoir des effets de bord éventuellement qu'on n'avait pas anticipés.
Et dans la communication, en fait, ici semble avoir eu un effet pervers, c'est de mieux expliquer en fait ce que l'on souhaitait faire, et en expliquant mieux, on comprend mieux. Et l'idée en fait originale, peut-être on avait du Dunning-Kruger effect, hein, donc où les personnes pensaient en fait maîtriser l'ensemble des choses, bah, elles se rendent compte finalement qu'elles ne maîtrisent pas grand-chose et que l'effort en fait de formation serait important. Et donc voilà, ça peut être un facteur en fait qui a contribué à la régression du désir. Ce qui est intéressant, c'est un facteur en fait qu'on peut expliquer, maintenant qu'on peut mitiger bien entendu au travers du plan de changement. Après coup, on est toujours plus intelligent. Bah oui. Donc voilà, on peut plus faire différemment, mais l'intérêt, c'est d'avoir des mesures tous les 2 mois, de façon en fait à pouvoir rectifier, intégrer et donner les bonnes vitamines à qui en a besoin dans l'organisation. Sur les connaissances, ben là encore, en fait, on a progressé, mais pas trop. Donc, ça a permis en fait de développer, d'affiner le plan de formation pour s'assurer que toutes les personnes qui nécessitaient en fait de la formation l'avaient effectivement reçu avec un assessment peut-être un peu plus fin des besoins, s'assurer donc que les connaissances étaient bien distribuées et également les connaissances, parce que je vous disais, on passe en fait de la gestion d'une infrastructure physique à une infrastructure logique virtuelle avec l'émergence en fait d'un rôle qui s'appelle DevOps. Donc le DevOps, c'est une personne qui programme l'infrastructure, pour le dire de façon très simple. Et voilà, c'est amener en fait l'ensemble des personnes impliquées à adhérer en fait à cette approche, cette posture en fait de DevOps, la démystifier. Travail bien entendu sur l'habilité, le renforcement. Et on voit l'effet sur le modèle d'influence. Le management a effectivement donné, on va dire, un coup de rein sur l'engagement et sur donner l'exemple. Par contre, 50%, ce n'est pas encore suffisant. Et donc, ce qui était fait, c'est un workshop avec la direction générale pour de nouveau, en fait, insister, quantifier, en fait, les objectifs et demander, en fait, à chaque directeur général de prendre la responsabilité d'avoir, en fait, au moins 80% sur l'influence modèle. Et voilà, donc on est sur des mesures qui sont assez coercitives, mais de nouveau, le plan de changement prend racine dans l'agilité systémique. Vous vous souvenez, on est sur une organisation de matrice relativement moderne. Et donc, puisque on est dans une culture, un environnement, un régime moderne, on a toute une série en fait de démarches qui doivent être alignées en fait avec ces éléments. On doit rester dans la vérité, la façon dont l'organisation en fait construit sa vérité de façon à être efficace et être consistant. Ce qui n'aurait pas fonctionné dans cette organisation moderne, ça aurait été de définir en fait des places ouvertes où chacun en fait pouvait exprimer, donc avoir une approche beaucoup plus plate. Ça ne correspond pas en fait voilà, à la modalité, à la vérité de cette organisation. Point intéressant également que j'ai sauté dans la gestion des connaissances, point qui a été introduit ici, lié à l'agilité systémique. Si vous vous souvenez, j'ai dit cette organisation a énormément en fait de connaissances tacites, donc documentation, information et connaissances qui ne sont pas documentées. Et donc, ici, au 4e mois, on a mis en place des communautés de pratique pour les différents rôles. Donc, communauté de pratique pour les rôles d'observabilité et de test, communauté de pratique pour les différents opérateurs des systèmes, que ce soit Unix, Windows, etc. Communauté de pratique pour toutes les personnes en fait travaillant sur les intégrations, etc., de façon à créer des groupes d'échange, permettre en fait des moments de partage, mais surtout créer des connexions utiles en fait à la résolution de problèmes au moment en fait où ces problèmes se présentent et en essayant
de coordonner en fait au mieux ces éléments. Point intéressant ici, super pratique dans ces communautés en fait de pratique. Elle documentait en fait la résolution de problèmes dans des groupes MS Teams. Un problème, on ouvre un canal MS Teams, tout le monde contribue, et puis il y en a différents. Et donc, tout ça, en fait, était perdu. Donc, le travail a été redirigé, en fait, sur la plateforme Jira, de façon, en fait, à pouvoir tracer la résolution, en fait, des problèmes, pouvoir une analyse, en fait, de patterns, etc., pouvoir, en fait, aider à réduire, en fait, la récurrence de ce genre de problème et surtout créer, en fait, une base de connaissances qui permettent d'accélérer, en fait, la transformation. Donc, voilà, 2 points de mesure sur le modèle ADKAR-IM qui montre l'intérêt, en fait, et les changements dans les adaptations du plan de changement, tout en prenant toujours en considération le régime de l'organisation, c'est-à-dire son agilité systémique. Voilà, alors on va vous passer l'ensemble des mesures ADKAR qui ont été prises pour arriver en fait à une conclusion sur le pilotage de la transformation avec l'agilité systémique et le modèle ADKAR. On parlait de mesures. La mesure de l'agilité systémique va mesurer en fait notre architecture culturelle, si on peut parler ainsi. ADKAR va mesurer les progrès vers l'objectif. Cette combinaison en fait de métriques permet de piloter avec justesse, va permettre d'adapter, va permettre de comprendre également toute une série de signaux faibles, va permettre d'écouter en fait le réel. Donc on est dans une perception, bien entendu, puisque les deux diagnostics se basent bien entendu sur la perception des répondants, mais lorsque on a une majorité de répondants qui ont une certaine perception, cette perception devient bien entendu la réalité. Et donc, l'écoute du réel. Et c'est un truc sur lequel le management doit avoir un peu de courage pour ne pas être dans le déni et être capable en fait de se remettre en cause, adapter en fait le plan. Ça permet donc de piloter le système. On est dans un système complexe qui va réagir de façon peut-être inattendue. Avec ces indicateurs, on en a la maîtrise. La maîtrise, entendons-nous bien, on s'en approche. On s'en approche. Je prétends en fait d'avoir la maîtrise de tout et peut-être exagéré. Et donc, le point clé finalement dans la transformation, et je voudrais conclure en fait là-dessus, lorsqu'on parle de culture en fait dans l'organisation, je pense toujours à cette histoire. Peut-être certains d'entre vous ont lu un petit bouquin qui illustre en fait 2 petits poissons qui nagent. Il y a un gros poisson qui les croise et qui demande aux 2 petits poissons mais comment est-ce qu'elle est l'eau aujourd'hui? Et les 2 petits poissons se regardent et disent mais l'eau c'est quoi? Alors c'est super intéressant dans la mesure où la culture en fait la culture nous conditionne, la culture on a vu crée notre vérité, donc la vérité au moins à laquelle nous nous adaptons dans l'organisation, et c'est quelque chose en fait qu'on ne regarde pas, qui est présent, qui est partout, qui nous influence, mais sur lequel finalement on ne lui donne pas on va dire de dignité suffisante pour en faire en fait un levier, pour en comprendre le fait des faiblesses, comprendre les forces et puis s'organiser pour faire en sorte que la transformation en fait ne tombe pas dans les 70% exprimés par Kotter et fasse en sorte qu'on ait une majorité de gens engagés au profit en fait de cette transformation pour le bien de toutes les parties prenantes. Je vous remercie. Merci Xavier pour cette conférence inspirante et cette découverte de modèles à la fois innovants et robustes. Donc on a des questions en fait dans le chat que je vais t'adresser, puis j'invite les personnes qui nous ont écoutés avec attention peut-être à rebondir et en poser d'autres. Une première question de Jean en fait.
qui te demande quels sont les avantages de l'IA par rapport à l'échelle psychométrique de Likert pour mesurer les facteurs Apgar. Ah, ok, super. Question assez technique. Oui, non, super. Donc, effectivement, donc l'échelle Likert, c'est une échelle généralement de fréquence, hein. Donc, est-ce qu'on observe un phénomène, voilà, sur le management, par exemple, les managers sont engagés dans la transformation. Et donc, on donne une fréquence toujours, souvent, de temps en temps, rarement et jamais. Voilà. Donc, ça, c'est une échelle Likert, hein, qui va permettre, en fait, de se positionner. C'est assez rapide, effectivement, c'est assez fiable également. Pour autant, bien entendu, les questions sont bien posées. L'avantage, en fait, de l'IA, c'est qu'on va avoir un score, en fait, qui est en agrément avec l'échelle de Likert, avec tout le verbatim en plus qu'on va pouvoir, en fait, exploiter. Donc, quelque part, le répondant sur l'échelle de Likert est muet, il va simplement exprimer une fréquence. Avec, en fait, le verbatim, on va en dériver davantage, en fait, que la fréquence, avec une série d'informations. Et donc, on peut imaginer, par exemple, si le plan de formation n'a pas prévu une formation dans certains domaines ou voilà, certaines activités, c'est de pouvoir les détecter au travers, en fait, du verbatim, qu'on ne pourrait pas faire avec une échelle Likert. Ou alors on devrait demander, poser des questions ouvertes. Voilà. Merci. Et une autre question de Sabine, en fait, qui te demande, mesurer l'influence modèle, demande du courage à la part du management. Quelles sont les méthodes pour le convaincre? Alors, ici, on a expliqué les métriques, effectivement. Donc, c'est une super question. Ce qui freine généralement dans les organisations, c'est OK de mesurer, en fait, les employés parce que pour les managers ou la direction, ben, ce sont, en fait, les employés qu'il faut ajuster. Ce sont eux qui résistent au changement. Alors que souvent, en fait, voilà, la résistance au changement ou la résilience est bien distribuée. Effectivement, donc ça demande, en fait, au management de pouvoir se remettre en question. Les méthodes pour les convaincre, donc des gros projets comme le projet de Fin Technology, c'est un projet qui a toujours des sponsors au niveau, en fait, de la direction générale. C'est de passer, en fait, par les sponsors et avoir un jeu, en fait, d'influence. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir proposer de bout en blanc. Il faut y aller, en fait, progressivement. Il faut avoir des discussions avec, finalement, individuelles, presque avec les managers, pour leur expliquer, en fait, l'intérêt et le rôle, ce qu'ils ont à y gagner, faire en sorte de les convaincre. Et puis au moment de valider les échelles, tout le monde est à bord. Mais c'est pas gagné, effectivement. Donc, ça demande de la salive. Et ça renvoie à la dimension d'ailleurs du sens partagé sur la pédagogie, en fait, qu'il est nécessaire d'avoir lorsqu'on conduit une transformation à tous les niveaux, quel qu'il soit. Je vais prendre une autre question, alors un peu poil à gratter, de Mehdi, en fait, Hein? qui te demande, en considérant pardon, les problèmes identifiés avec le diagnostic d'agilité systémique, hein, pour le cas FinTech, Hein? est-il judicieux de démarrer la transfo? Et il ajoute, n'aurait-il pas été mieux d'aller à la salle de sport avant de pouvoir commencer à courir, si on reprend la métaphore que tu as employée au début de la conférence? Ouais. Et super question. Alors, euh, effectivement, c'est une bonne remarque. Euh, Faire évoluer, en fait, le régime de l'organisation et la préparer pour qu'elle soit, en fait, capable prend du temps. Transformer, en fait, les organisations prend énormément de temps. On a cet exemple ici en Suisse où les CFF, donc qui est la Société des chemins de fer fédéraux, avaient un problème, en fait, avec les contrôleurs. Lorsque les contrôleurs rentraient dans les wagons, il y avait souvent, en fait, des disputes, en fait, avec les passagers. Ils ont mis, en fait, 10 ans à corriger le problème, faire en sorte que les contrôleurs entrent dans les wagons, demandent des billets et les gens, avec le sourire, effectivement, ça se passe comme ça, hein, montrent, en fait, leurs billets. Au moins, en tous les cas, dans les trains, entre guillemets, long courrier. Ça prend énormément de temps. Et donc, de se dire,
Donc, il faudrait aller énormément à la salle de gym avant de pouvoir transformer. Il y a un impact de temps, il y a une fenêtre d'opportunité. Et l'idée était de se dire, je ne sais pas nager, mais en commençant à nager, j'apprendrai. Je vais me débrouiller. Voilà. Qui était en fait l'approche. Mais avec tous les risques. Et je pense l'important ici, il y avait conscience en fait des risques et donc conscience des faiblesses qui ont été thématisées. Ce qui était important. Le risque, c'est si ça se passe et c'est pas thématisé, eh bien là, en fait, on risque de se prendre les pieds dans le tapis. Alors, ça peut faire écho à ce qu'on a la question précédente sur le courage managérial. Là, il y a aussi un courage, je dirais, de l'organisation elle-même et de tout le corps social, parce qu'effectivement, lorsqu'on engage une transformation, ça n'est pas anodin, voilà, mais ça produit aussi un certain nombre d'effets d'apprentissage que tu as évoqué au cours de la conférence. Je vais prendre une dernière question en fait de Christophe. Les managers sont-ils évalués ou incités sur leur capacité à améliorer l'agilité de leur équipe et via quel indicateur? On prend sur le cas, bien entendu, FinTech. Et question complémentaire, comment reliez-vous ces améliorations à des résultats business tangibles en termes de performance, d'impact client? Donc, est-ce que les managers sont évalués, incités sur leur capacité à améliorer l'agilité de leur équipe et via quel indicateur? C'est la première question. Alors, dans le contexte, en fait, ici de FinTechnology, l'incitant était, en fait, pour les directeurs généraux d'avoir, en fait, dans leurs objectifs, un objectif d'atteindre les 80% dans l'influence modèle. Voilà, donc là, on avait, en fait, un objectif super tangible, mesurable, et bien entendu, en fait, pour leurs équipes respectives. Les indicateurs, voilà, c'est l'indicateur en fait de l'influence modèle. Imaginons, je suis directeur général et responsable d'une business line. Mon objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble des gens qui bossent pour moi permettent d'atteindre, pour ma division, dans le test ADKRIM, le diagnostic ADKRIM, 80% sur l'influence modèle. Et à moi, prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ça se passe. Alors, ce qui n'est pas accepté, bien entendu, c'est de forcer les employés à répondre d'une certaine façon si ça ne correspond pas à la réalité. Bien entendu, voilà, c'est mafieux comme approche. Donc, voilà. Sur l'amélioration, comment reliez-vous ces améliorations à des résultats business tangibles, donc performance, impact client? Alors, ici, le lien finalement dont on dispose, c'est on a un plan de transformation donc qui prévoit toute une série d'étapes et c'est de pouvoir en fait se rendre compte effectivement est-ce que la gestion du changement permet d'accompagner, permet d'atteindre en fait les milestones, tout en sachant c'est que le plan a été fait hors sol. Donc, sans connaissance en fait précise du sous-jacent, et le plan par défaut en fait peut ne pas être correct. Donc, on peut avoir aussi des problèmes de compréhension en fait de la technologie. Donc, on va dire l'alignement entre la gestion du changement et puis les résultats sur le projet de transformation sont assez limités. Par contre, pas de lien entre ces indicateurs et les résultats business. La difficulté, et ici, ce point en fait est super intéressant, les éléments, et donc si on exprime ça d'un point de vue, on va dire, modélisation dans la recherche, les différents facteurs qui sont mesurés, que ce soit sur l'agilité systémique ou sous l'ADKRIM, sont les variables dites indépendantes. La performance en fait obtenue est une variable dépendante. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'analyser la relation qu'on a entre ces différents jeux en fait de variables. Malheureusement, pour le cloud, on n'avait pas d'éléments en fait liants. Et c'est quelque chose d'intéressant, mais quelque chose également qui va demander du courage, parce qu'il est tout à fait possible en fait de ne pas obtenir
du premier coup en fait les objectifs. Et je repense à Tiger Woods, et c'est un exemple intéressant. Quand il a décidé en fait de changer son swing, ben, il a régressé avant de pouvoir progresser en fait et dépasser son niveau. Et donc à partir du moment où on change, il y a toujours un moment de flottement et de stabilisation. Donc il faut aussi avoir le courage quelque part de regarder suffisamment loin, tu vois, mesurer suffisamment loin dans le temps. Allez, je vais me permettre une dernière question. Mhm. Une question de Clara, en fait, qui sera peut-être un peu la question conclusive, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une transformation mesurée devient réellement durable, selon toi? Euh, Vaste question. ouais. Alors, dans le cas de fine technologie, bah, quand c'est migré, c'est migré. Et voilà, le vin est tiré, il faut le boire. Donc là, la durabilité, on va dire, est assurée. Par contre, si on est en fait sur une transformation qui est davantage culturelle, euh, il y a effectivement en fait la nécessité euh, de s'assurer en fait qu'on ne va pas régresser. Donc, ce qu'on observe dans les organisations, quand tout va bien, eh bien, on a la possibilité en fait de progresser. Par contre, à la première crise, on tend peut-être à régresser, donc retourner en fait dans la posture où on était en fait auparavant. Donc, je pense en fait que l'utilisation d'outils comme l'agilité systémique, euh, utilisée de façon régulière, permet en fait d'avoir des indicateurs qui vont permettre de piloter, on va dire, la transformation. Donc, c'est de rester en fait avec des indicateurs. On ne mesure pas une fois, mais on mesure en permanence. Je ne peux pas dépasser les 130 sur l'autoroute avec ma voiture. Pas que je regarde une fois en fait mon compteur. Je le regarde en fait régulièrement. Je pense ici c'est la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche en fait de l'agilité systémique peut être appliquée à d'autres systèmes de valeurs, de façon polaire par exemple, et on va dire la mesure constante va permettre effectivement de prendre les mesures et de s'assurer de voir en navigation sur certaines poches de résistance, etc. Et voilà, c'est pouvoir en fait pouvoir adapter tout en sachant que finalement la transformation peut être un processus pratiquement continu, puisque le changement est devenu une constante. Et donc, voilà, je pense que c'est l'intérêt de tenir sous contrôle, en fait, ces paramètres. Et de nouveau, on peut tenir ces paramètres sous contrôle avec une posture postmoderne et une organisation, en fait, super ouverte. L'organisation TIL de Frédéric Laloux, par exemple, hein, qui va correspondre, en fait, à la bande postmoderne. Donc, c'est la façon de Frédéric Laloux à créer la vérité dans l'organisation. Mais il n'y a pas que sa vérité qui fonctionne. On a toute une série, en fait, d'autres organisations qui fonctionnent, je pense, très bien et qui n'ont pas la vérité de l'organisation TIL. On a des organisations orange, en fait, qui fonctionnent bien, des organisations bleues qui fonctionnent bien. Donc voilà, je pense qu'il y a place pour différentes vérités. Maintenant, pour les employés, il y a peut-être davantage d'intérêt de travailler dans une organisation plus libérée, peut-être. Pour autant, bien entendu, que les employés de fitness et le désir. Mais ça, c'est une autre question et ce seront d'autres métriques. Merci beaucoup, Xavier, je vais reprendre les mots de Christophe dans le chat pour cet exposé très instructif et pour voilà, tes réponses à ces différentes questions. Moi, je vais remercier les gens qui nous ont rejoints, qui nous ont écoutés, qui ont été attentifs et qui ont montré de l'intérêt en fait pour ce sujet des métriques de la transformation autour de l'agilité systémique et puis aussi le modèle ADKAR-IM. Ce qu'on se propose avec Xavier, voilà, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, c'est de pouvoir prolonger aussi dans le cadre d'un échange personnalisé, finalement approfondir ces approches-là, ces modèles-là et ces retours d'expérience, et puis de contextualiser aussi par rapport à des enjeux que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous voilà, en message privé. Et puis par ailleurs, voilà, ce sera le cadeau aussi bonus. On vous adressera le replay aussi voilà, de la conférence
directement sur, voilà, sur vos mails pour que vous puissiez aussi le partager peut-être aussi avec vos équipes, vos staffs. Et voilà, il y aura peut-être aussi d'autres événements voilà, à venir. On vous en tiendra informé si ces sujets sont un sujet d'intérêt pour vous et si vous avez envie voilà, de continuer à nous suivre, à les partager avec nous. Donc, écoutez, on va vous souhaiter à toutes et à tous une très belle fin de journée et puis avec plaisir pour, dans ce cadre-là ou un autre, partager nos échanges et notre intérêt pour la transformation, l'accompagnement du changement. Et je tenais à te remercier encore, Xavier, pour la qualité de ton intervention. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous. Merci Gérald, au revoir.